Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc en effet, je travaille à INRAE où on s'intéresse à la résilience depuis quelques années et je suis également co-animatrice du RMT Alimentation Locale, qui est un réseau financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire pour produire de l'expertise collective sur tout ce qui tourne autour de la reterritorialisation de l'alimentation. Dans ce cadre-là, on a justement, y compris, mené des travaux sur le rôle de cette reterritorialisation dans la résilience. Alors, entrons, s'il vous plaît, un peu plus justement sur le sujet du jour, donc la résilience alimentaire, donc qui est en fait une expression raccourcie pour signifier la résilience des systèmes alimentaires. Un système alimentaire correspondant à la façon dont les hommes et les femmes s'organisent dans le temps et dans l'espace pour obtenir leur nourriture. Il n'y a pas qu'une façon de s'organiser pour produire cette nourriture, c'est pour ça qu'il y a différents types de systèmes alimentaires plus ou moins résilients selon les perturbations. Alors la crise du Covid n'est pas tout à fait encore derrière nous. Elle a constitué un choc mondial qui a bousculé les systèmes alimentaires. La résilience des systèmes alimentaires, c'est d'abord leur capacité à résister à la crise pour maintenir la sécurité alimentaire. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi la capacité à s'adapter et à se transformer pour se préparer à d'autres crises et perturbations. Parce que les crises, les perturbations, elles, justement, ne s'arrêtent pas, sont multiples. Et donc, dans ce contexte, finalement, de polycrise qui est mis en avant par un certain nombre de travaux en France comme à l'international. Les crises et les perturbations sont justement nombreuses. Elles peuvent être d'origine externe, comme à l'image des conflits, mais aussi internes, provoquées ou renforcées par les systèmes alimentaires eux-mêmes. Il n'y a plus de doute désormais que le système agro-industriel, en particulier, contribue au changement climatique et à la dégradation des sols et de la biodiversité, qui menacent la sécurité alimentaire, comme nous pouvons l'observer à travers le tassement des rendements céréaliers. Les crises et perturbations peuvent être brutales, de court terme, ou bien progressives et sur le long terme. Donc c'est vraiment face à toute cette diversité de crises que les systèmes alimentaires doivent non seulement résister, mais aussi s'adapter, se transformer. Pendant le Covid, qui a été une crise brutale et de moyen terme, les systèmes alimentaires ont globalement résisté. Leurs acteurs se sont aussi adaptés, par exemple en organisant des livraisons pour compenser la fermeture des marchés de plein vent ou de la restauration collective et commerciale. Mais la crise a aussi révélé les vulnérabilités des systèmes alimentaires, notamment les dépendances du système alimentaire agro-industriel au niveau des intrants et des matières premières, en grande partie issus de flux d'origine lointaine sur lesquels les acteurs ont peu de maîtrise. Elle a aussi confirmé les vulnérabilités de l'État et des territoires du fait de stocks alimentaires principalement gérés par des acteurs privés, à la différence d'autres pays en Europe, comme la Finlande ou la Suède par exemple. Au final, toute perturbation dans les flux d'intrants ou de marchandises présente un risque pour la sécurité alimentaire. C'est là que j'en viens justement au lien que vous pouvez voir dans le schéma entre la résilience alimentaire et deux notions abordées aujourd'hui, à savoir la souveraineté et la transition. C'est en effet, il y a deux leviers importants à la résilience alimentaire. Le premier levier est la souveraineté alimentaire, donc qui est un concept qui nous vient des pays du Sud et qui est défini comme le droit des peuples à décider de qui les nourrit et comment. Décider donc de nos politiques agricoles et alimentaires, ce qui inclut le droit de produire localement et de s'extraire d'un certain nombre de dépendances qui nous fragilisent. La souveraineté alimentaire permet de reprendre le contrôle sur ces dépendances et de développer l'autonomie alimentaire, donc en renforçant la part de la production locale, en organisant des stocks, en réduisant les dépendances, sans forcément viser l'autosuffisance qui est peu réaliste et qui est aussi source de vulnérabilité. La souveraineté conduit donc à diversifier les systèmes alimentaires et en France en particulier, il est important à ce titre de développer les systèmes alimentaires qui vont être fondés sur le bio, les circuits courts, les filières locales, parce qu'ils sont très dominés par d'autres systèmes alimentaires, en particulier le système agro-industriel. Les développer non pas par idéologie, mais par pragmatisme. Donc vraiment dans une perspective justement et d'organiser leur complémentarité dans une perspective de résilience alimentaire. Tout comme la résilience, la souveraineté se joue à l'échelle européenne, nationale, territoriale. Et les projets alimentaires territoriaux peuvent en être l'instrument, même si cela reste à consolider. Le second levier est la transition agroécologique et alimentaire qui permet de diminuer les pressions environnementales qui menacent la sécurité alimentaire, de réduire les effets du changement climatique, de valoriser les solutions basées sur la nature, par exemple de cultiver des légumineuses,
pour à la fois réduire l'usage des fertilisants d'origine chimique en particulier et la consommation de viande plutôt que d'importer à la fois ces engrais et cette viande. On parlait du poulet tout à l'heure, enfin en tout cas des volailles qui sont pour moitié importées dans la restauration collective. Au sens large, la transition va englober les actions collectives et les réseaux qui permettent l'adaptation et la transformation des systèmes alimentaires. Ces actions collectives et ces réseaux, ces formes de coopération ne se limitent pas aux réseaux professionnels, bien sûr elles les incluent, mais elles incluent aussi les acteurs des territoires, les collectivités, les consommateurs, les citoyens, les associations. Ces réseaux sont des ressources pour adapter et transformer les systèmes alimentaires, non seulement par rapport aux crises environnementales, mais aussi à d'autres crises et perturbations, à l'image des dynamiques d'achat groupés, mais aussi de lutte contre la précarité alimentaire et pour la justice sociale, suscitées ou renforcées pendant l'inflation. Autre crise, autre perturbation qui secoue les systèmes alimentaires. La transformation est donc nécessaire pour transformer des systèmes alimentaires fragiles en systèmes alimentaires robustes. La résilience alimentaire n'est pas le retour à l'état initial, mais bien justement cette marche en avant, ce processus collectif pour transformer des systèmes alimentaires et les rendre plus robustes. La transformation a besoin de politiques volontaires et responsables, évitant de créer de nouvelles dépendances à travers le technosolutionnisme et structurant un plus grand contrôle démocratique de la sécurité alimentaire à l'image des expériences en cours autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Elle a bien sûr besoin que les acteurs économiques s'engagent dans la diminution des perturbations et la réduction des dépendances, ce qui appelle, entre autres enjeux, une plus grande maîtrise des solutions numériques et robotiques dans un contexte de cyberattaques répétées, de tensions sur l'énergie et de diminution des terres rares. Pour conclure, la résilience alimentaire entretient des relations étroites avec la souveraineté et la transition, et c'est pour cela justement qu'il faut agir collectivement sur ces trois fronts. Le partage d'indicateurs peut aider à aller en ce sens. Je vais donc laisser la place à la présentation du baromètre mis en place par le CNRA. Je vous remercie.